Emmanuel Velikovsky, Monde en collision, qui a fait l'objet de la première vidéo, les grands bouleversements terrestres qui va faire l'objet de la présente vidéo. Bonjour, alors je me nomme Ben Garneau, je suis sur le blog numéro Catastrophes naturelles et le déplacement des pôles. Lors de la première vidéo, nous avons vu que Monde en collision était basé uniquement sur les textes anciens et on en arrivait à la conclusion qu'il y a eu des grandes catastrophes planétaires il y a 3600 ans. Il y a eu d'autres catastrophes planétaires de moindre importance au 8e siècle et au 7e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, en se basant sur les grands bouleversements terrestres, celui qui est fondé sur les preuves géologiques, est-ce qu'on va en arriver à la même conclusion? Alors, je vous invite à voir les premières diapositives, j'en ai à peu près 35 à vous présenter. Je ne les lirai pas toutes au complet. Quand vous verrez que je donne seulement qu'un résumé, vous pourrez peser sur pause pour lire la diapositive à votre vitesse et ensuite sur play. Alors commençons. Alors tout comme je l'ai fait pour Monde en collision, je commence par la conclusion et je vais revenir au début du livre après. Ce livre rassemble les témoignages apportés par les pierres et les ossements. Nous avons ici écouté ceux des époques anciennes et les récentes, du nord au sud, des montagnes et des fonds océaniques, des squelettes, des cendres et des laves. Longtemps avant qu'ils fussent terminés, nous savions que la conclusion était inévitablement celle-ci. Notre Terre tout entière fut le jouet de catastrophes. Quel que soit le lieu où nous étudions l'aspect géologique et paléontologique de la Terre, nous découvrons les signes de catastrophes anciennes et récentes. Des montagnes ont surgi des plaines, d'autres se sont aplanies, les strates de l'écorce terrestre ont été pressées les unes contre les autres, retournées et posées au-dessus d'autres strates. Des roches ignées fondues se sont étalées sur d'immenses régions en couverture épaisse de plusieurs kilomètres. Le lit de l'océan a roulé des vagues de roches en fusion. Les cendres sont tombées en pluie pour s'entasser en couches profondes sur le sol et sur les vastes fonds marins. Les rives des lacs anciens, basculés, ne sont plus horizontaux. Les littoraux montrent qu'ils étaient jadis plus haut ou plus bas, la différence dépassant parfois 300 ou 400 mètres. De grandes forêts ont été brûlées et entraînées par les rats de marée, recouvertes de sable et changées en charbon. Les animaux ont été balayés jusqu'à l'extrême nord, empilés pêle-mêle et inondés de bitume. Les os brisés, les ligaments rompus, les peaux des bêtes appartenant à des espèces vivantes ont été mélangées aux restes d'espèces disparues et à des masses d'arbres éclatés pour former d'immenses entassements. Des baleines ont été arrachées à l'océan et jetées sur les montagnes. Les roches des cimes désintégrées ont été transportées sur de longues distances, de la Norvège aux Carpates, dans les monts du Harz en Écosse, du Mont Blanc du Jura, du Labrador au Poconos. Les montagnes rocheuses ont parcouru bien des lieues. Les Alpes ont franchi 160 km vers le nord. L'Himalaya et les Andes ont encore augmenté d'altitude. Des régions de palmiers ont été repoussées vers les régions arctiques. Les océans ont bouilli. En suivant ainsi les signes laissés par la géologie, nous avons été conduits par l'inexorable logique des faits à conclure que la Terre fut, plus d'une fois, le théâtre où se furent déroulés des actes d'un grand drame dont aucun lieu n'a été exempt. Les îles de l'Ivoire. Les îles de la Nouvelle-Sibérie, découvertes en 1805 et 1806, ainsi que celles de Stolbovoy et de Belkov plus à l'ouest, offrent le même spectacle. Le sol de ces îles désolées est littéralement jonché d'ossements d'éléphants et de rhinocéros en nombre surprenant. Elles sont couvertes d'os de mammouth. La quantité de défense de dents d'éléphant et de cornes de rhinocéros trouvées dans la Nouvelle-Sibérie est ahurissante et surpasse tout ce qu'on a pu découvrir jusqu'à ce jour. Comment ces grands troupeaux auraient-ils pu vivre dans un pays comme la Sibérie qui est considéré comme le pays le plus froid du monde et où il n'y avait pas d'alimentation qui leur convenait? Des défenses de mammouth ont été même ramassées dans les filets du fond de l'océan Arctique. Le grand paléontologue français Georges Cuvier estimait qu'au cours d'un séisme continental, la mer ayant envahi les terres, les troupeaux de mammouths avaient péri, puis dans un second mouvement spasmodique, les eaux s'étaient retirées en laissant les cadavres derrière elles. Ces catastrophes avaient dû s'accompagner d'une chute soudaine de la température et le gel les avait préservés de la décomposition. Chez quelques-uns même, quand ils furent découverts, les prunelles étaient intactes.
Edward von Toll fait plusieurs voyages aux îles de la Nouvelle-Sibérie entre 1885 et 1902, année de sa mort dans l'océan Arctique. Il examina les montagnes de bois et constata qu'elles étaient faites de troncs d'arbres carbonisés portant des empreintes de feuilles et de fruits. Sur Maloy, une des îles de l'archipel Liakov, il trouva des ossements de mammouths et d'autres animaux mêlés à des troncs d'arbres fossiles, ainsi qu'à des feuilles et à des pommes de pin. Cette étonnante découverte prouve qu'aux époques où les mammouths et les rhinocéros vivaient dans le nord de la Sibérie, ces îles désolées étaient couvertes de grandes forêts et d'une végétation luxuriante. Révolution, les blocs de pierre hérétiques. C'est ainsi que l'éminent physicien et géologue suisse Horace Bénédicte, de Saussure, expliquait la présence dans le Jura de pierres et de rochers venant des Alpes, la présence de restes marins sur les sommets alpins et pourquoi les vallées alpines sont remplies de sable, de gravier et d'argile. Ces pierres du Jura ont été arrachées aux Alpes, en effet, leur composition minérale diffère des formations rocheuses de leur nouveau site, montrant ainsi leur véritable origine, en l'occurrence alpine. On les appelle des blocs erratiques. On trouve des blocs erratiques un peu partout dans le monde. Sur les côtes britanniques et les plateaux des Highlands, il en existe des quantités ayant traversé la mer du Nord depuis les montagnes norvégiennes. D'autres sont partis de la Scandinavie pour se répandre en Allemagne. Des blocs de pierre sont aussi partis de Suède, ont survolé les pays baltes et la Pologne et ont atterri sur les Carpates. Un autre train de pierre a quitté la Finlande et a passé les collines du Valdai et Moscou pour aller jusqu'au Don. En Amérique, les blocs erratiques issus des granits du Canada et du Labrador se sont répandus sur les États du Maine, du New Hampshire, du Vermont, du Massachusetts, du Connecticut, de New York, du New Jersey, du Michigan, du Wisconsin et de l'Ohio, tous au nord-est des USA. Ils sont perchés sur les arêtes des montagnes et gisent sur les versants et au fond des vallées. Certains sont énormes. Le bloc près de Conway, New Hampshire, est long de 25 mètres, large de 12 et haut de 11. Il pèse environ 11 000 tonnes, soit la charge d'un gros cargo. Ainsi, un peu partout sur la Terre, sur certaines îles lointaines de l'Atlantique et du Pacifique, comme sur celle de l'Antarctique, il existe des rochers d'origine étrangère, qu'une force phénoménale a apportés de très loin. Les mers et les terres ont changé de place. Georges Cuvier. Il est souvent arrivé que les terrains, mis à sec, aient été recouverts par les eaux. Soit ils sont descendus dans l'abîme, soit la mer est simplement montée plus haut que leur niveau. Les immersions et retraites répétées de la mer n'ont pas toujours été lentes ou graduelles. Au contraire, la plupart des catastrophes qui les ont entraînées ont été subites. Ceci est particulièrement facile à prouver pour la dernière en date qui, par un double mouvement, a inondé puis laissé à sec nos continents actuels, ou du moins une grande partie du sol qui les forme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui pourrait avoir causé ces catastrophes? Cuvier passa en revue toutes les théories de son époque mais ne trouva pas de réponse à la question qui le préoccupait. Il constata seulement qu'elles avaient bel et bien eu lieu. Les cavernes d'Angleterre. En 1823, un professeur de l'université d'Oxford publia un ouvrage intitulé « Les reliques du déluge » avec pour sous-titre « Observations sur les restes organiques contenus dans les cavernes, les fissures et le gravier diluvien » et sur les autres phénomènes géologiques attestant l'action d'un déluge universel. En visitant une grotte située à Kirkdale, Yorkshire, à 25 mètres au-dessus de la vallée, il découvrit des dents et les os d'éléphants, de rhinocéros, d'hippopotames, de chevaux, de cerfs, de tigres, avec des dents plus grandes que celles du plus grand lion ou du plus grand tigre de Bengale, d'ours, de loups, d'hyènes, de renards, de lièvres, de lapins, ainsi que les os de corbeaux, de pigeons, d'alouettes, de bécassines, de canards, le tout dans un sol couvert de stalagmites. Dans la caverne française de Brugge, on a découvert les restes de rennes avec des os de mammouth et de rhinocéros, à nouveau dans cette argile rouge, avec les mêmes stalagmites. Toujours en France, dans une grotte à Arcy, on a trouvé les os d'hippopotame au milieu d'os de rennes, ainsi qu'un silex travaillé. De Luc et Cuvier, chacun donnant ses propres raisons. Vauquelin ajouta ceci, quelle qu'en fût la cause, un changement d'inclinaison de l'axe terrestre, l'approche d'une comète ou toute autre cause unique, combiné et l'ordre astronomique
elle pose un problème dont la discussion dépasse le propos de ce mémoire. Les cimetières d'animaux marins. De nombreux animaux aquatiques sont imbriqués dans des grès rouges et dans des postures peu naturelles. À l'époque où se sont constituées ces formations, une terrible catastrophe a entraîné la mort brutale des poissons dans une région dont les frontières sont distantes de 160 km ou plus. La plateforme d'Orkney, comme celle de Cromarty, est recouverte d'une grande épaisseur de fossiles qui portent les signes révélateurs et sans équivoque d'une mort violente. Quelle action destructrice pourrait expliquer le brusque anéantissement d'innombrables existences dans une région qui s'étend peut-être sur 25 000 km²? L'imagination ne sait pas où aborder cette énigme et cherche vainement sa solution en passant en revue tous les phénomènes connus relatifs à la mort, commente Miller. La superficie de grès rouge ancien prospectée par Miller comprend une moitié de l'Écosse, depuis le Loch Ness jusqu'à l'extrémité nord et les îles Orcades. Des milliers d'endroits offrent le même spectacle de destruction. La doctrine de l'uniformité. En fait, cette diapositive explique que dans ce temps-là, et même aujourd'hui, on pense que les grands changements planétaires se sont produits sur des millions et sur des millions d'années. L'hippopotame. Voici comment Lyell expliquait ainsi sa présence en Europe. Le géologue Petit se livrait à maintes hypothèses sur l'époque à laquelle des troupes d'hippopotames abandonnèrent les rivières de l'Afrique du Nord, le Nil par exemple, nageant en été le long des côtes méditerranéennes vers le nord, s'arrêtant à l'occasion pour visiter les îles voisines. Ils ont pu y aborder pour paître ou pour brouter, y séjourner quelque temps et reprendre leur route vers le nord. D'autres entreprirent peut-être, pendant la saison chaude, la traversée de l'Europe en empruntant la rivière espagnole et française, jusqu'à la Somme, la Tamise ou la Severn. Des restes d'hippopotames voisinent avec ceux des mammouths, des rhinocéros et des lions, dans de nombreuses cavernes du Vale of Clyde. À une époque relativement récente, le climat des îles britanniques était si chaud que les hippopotames s'y rendaient en été. Ces îles se tassèrent au point que les montagnes furent envahies par la mer. Le sol reprit son altitude actuelle, tout cela s'étant passé sans que la nature ait agi avec violence. Ne serait-il pas possible qu'une vague énorme ait traversé le pays, se soit engouffrée dans les grottes pour les remplir de sable et de gravier marin? Le sol s'est-il affaissé puis exaucé à la suite d'un phénomène naturel qui modifia aussi le climat? La glaciation des tropiques. Alors qu'il se trouvait au Brésil, l'un des pays les plus chauds du monde, Agassiz retrouva en 1885 toutes les manifestations qu'il attribuait à l'action de la glace. Ses collègues, qui s'étaient précédemment rangés de son côté, s'étonnèrent à juste titre. Une couverture de glace aux tropiques et sur l'équateur lui-même. On découvrit également les preuves d'une glaciation en Guyane britannique, pays aussi chaud que le Brésil. Bientôt, la même information arriva du continent africain, mais les relevés topographiques démontrèrent, chose étrange, que non seulement la glace avait recouvert l'Afrique équatoriale et Madagascar, mais aussi qu'elle s'était déplacée de l'équateur vers les plus hautes altitudes de l'hémisphère austral, c'est-à-dire dans la mauvaise direction. Les baleines sur les montagnes. Les squelettes de 2 baleines ont été découverts dans le marais du Michigan. Comment ces animaux marins y sont-ils parvenus? Les cétacés ne se déplacent pas sur la terre ferme, ils n'utilisent pas les icebergs comme moyen de transport, et la glace en mouvement ne les aurait pas emmenés au milieu d'un continent. En outre, leurs ossements ont été trouvés dans des dépôts post-glaciaires. Il y aurait donc eu une mer à l'emplacement du Michigan après la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a quelques milliers d'années seulement. Des autres baleines ont été trouvées à 135 mètres au-dessus du niveau de la mer, au nord du lac Ontario. Le squelette d'une autre baleine a été découvert dans le Vermont, à plus de 150 mètres d'altitude. Un autre encore dans le Québec, à 180 mètres environ. La présence sur la hauteur du Vermont et de Montréal exige un affaissement du sol. Une autre explication serait qu'une vague océanique, les transportant, ait envahi la région. La découverte d'animaux et de plantes de climat chaud dans les régions polaires, celle de coraux et de palmiers dans le cercle arctique, conduit à l'alternative suivante. Ou ces animaux et ces plantes ont vécu dans ces régions à une époque lointaine, ou bien ils y ont été apportés par des rats de marée. La première hypothèse est vérifiée dans certains cas, lorsque par exemple des souches de palmiers sont trouvées in situ. La seconde est par ailleurs acceptable lorsque les animaux et les plantes terrestres et ou marins sont découverts mélangés.
De toute façon, une constatation s'impose. De tels changements ne peuvent s'être produits que si le globe s'est écarté de son cours, soit à cause d'une variation de sa vitesse de rotation, soit à cause d'un déplacement de la position astronomique ou géographique de son axe. Pour le reste, une éruption marine sous les tropiques et à l'intérieur du cercle arctique a précipité dans un seul et même dépôt des êtres vivants. L'événement n'a pas pu être que brutal instantané. Les deux propositions se complètent et impliquent que la direction de l'axe ait été soudainement perturbée. Le professeur Peterson de l'Institut océanographique de Gothenburg a constaté que l'argile extraite du fond de l'océan Pacifique contient des cendres ayant un fort taux de fer et de nickel, métal presque complètement absent dans l'eau. Selon lui, elle serait due à de fortes pluies de météores. Quant aux laves des profondeurs océaniques, il estime qu'elles ne sont pas très anciennes. Tout permet de penser qu'une pluie de poussière ferrugeuse a touché la Terre à une époque géologique récente, lorsque se déposèrent les argiles rouges du Pacifique et les glaises chinoises. Montagnes et fractures, les Alpes. L'âge d'une roche est déterminé grâce aux fossiles qu'elle contient. À leur grand étonnement, de nombreux scientifiques ont constaté que les montagnes se sont effectivement déplacées et que certaines stratifications ont franchi d'autres montagnes plus récentes qu'elles. Chief Mountain dans le Montana est un massif qui domine toute la région. Il fut littéralement plaqué sur les couches bien plus jeunes des Grandes Plaines, puis traîné au-dessus d'elles en direction de l'est pendant au moins 13 km. En fait, son déplacement a même pu dépasser ce chiffre, écrit Daly. Et à la suite de poussées similaires, toute la ligne des montagnes rocheuses a jailli du sol sur des centaines de kilomètres. Une fois dehors, elle s'est avancée de plusieurs kilomètres sur les plaines. Un peu partout sur notre planète, on a constaté des déplacements titanesques identiques. Celui des Alpes fut particulièrement important. Durant la naissance des Alpes, de gigantesques masses rocheuses, épaisses de plusieurs kilomètres, longues de centaines et larges d'une quinzaine, ont subi une poussée verticale et ont été ensuite bousculées latéralement par rapport aux couches inférieures. La direction de ce mouvement de chevauchement allait de l'Afrique vers la masse européenne au nord. Les roches visibles des Alpes suisses ont été charriées vers le nord sur des distances de l'ordre de 100 km. En quelque sorte, les Alpes se trouvaient à l'emplacement actuel de l'Italie du Nord. En clair, le Mont Blanc fut déplacé, le Cervin retourné. Aujourd'hui, ni la naissance des montagnes et encore moins leur déplacement sont expliqués. Les Alpes ont été charriées sur 120 km vers le nord. Le Chief Mountain du Montana a traversé les plaines, monté la pente d'une autre montagne et s'est fixé sur le sommet de cette dernière. Tout le National Park et tout le territoire des Rocheuses, jusqu'au col Yellowhead, Alberta, ont parcouru le nombre de 100 km. 11 km. Mais les scientifiques du 19e siècle étaient stupéfaits de voir que les roches de l'Himalaya contenaient des squelettes de poissons, des mollusques et d'autres animaux de mer, preuve irréfutable que le massif entier avait pris naissance en dessous du niveau de la mer. À une époque lointaine, les eaux bleues de l'océan avaient donc recouvert l'Everest. Mais depuis quelque temps, les montagnes et les vallées nous ont révélé des indices qui font paraître tout cela sous un autre jour. Au Cachemire, Helmut de Terra a découvert des dépôts sédimentaires d'un ancien fond marin qui s'est élevé jusqu'à plus de 1500 mètres et s'est incliné sous un angle qui dépasse parfois 40 degrés. Ici, je vais lire seulement que le dernier paragraphe. Donc, après avoir exploré le Nanga Parbat, 8131 mètres, dans l'ouest himalayen, ce monsieur a estimé que sa glaciation remonte à une période post-glaciaire. En d'autres termes, l'expansion de ces glaciers s'est effectuée beaucoup plus récemment qu'on ne le pensait. Des fortes poussées verticales s'y sont produites, en partie après la fin de l'ère glaciaire, c'est-à-dire il y a quelques millénaires seulement. Ames a déduit dans son étude sur le relief de la Chine occidentale que les chaînes adjacentes au Tibet et situées à l'est de l'Himalaya s'étaient élevées depuis la période glaciaire. L'Himalaya a atteint son altitude actuelle avec l'homme moderne. Les sommets les plus inaccessibles sont aussi les plus jeunes. Tiwanaku, ville morte des Andes. Alors je vais lire seulement que les 3 derniers paragraphes. Lorsque Markham expliqua au milieu scientifique le problème posé par cette présence à une telle altitude, Leonard Darwin, alors président de la Royal Geographical Society,
répondit que le socle sur lequel elle se trouvait avait dû s'élever de façon considérable après sa construction. Tout d'abord, Sir Markham estima que cette idée dépassait les bornes du possible. Mais supposant que les Andes avaient alors 600 ou 1000 mètres de moins qu'aujourd'hui, il conclut. Le maïs devait mûrir dans le bassin du lac Titicaca et les environs de Tiwanaku pouvaient fournir l'alimentation de la population qui l'habitait. Posnanski, une autre autorité en la matière, écrivit dans le même sens. Ce plateau andin est inhospitalier et presque stérile. Le climat qui règne ne lui aurait jamais permis d'abriter des grandes masses humaines du centre préhistorique, effectivement, le plus important du monde. Le plateau de la Columbia. De grandes quantités de lave se répandirent sur le territoire actuel des États de Washington, d'Oregon et d'Idaho. Plus de 500 000 km² en furent recouverts, leur épaisseur se compte en milliers de mètres. La Snake River s'y enfonça à plus de 1000 mètres en creusant le canyon des Seven Davis, sans atteindre le socle sur lequel elle repose. L'épaisseur de la lave sur l'immense plateau de la Columbia atteint et dépasse souvent 1500 mètres. L'épaisseur reste considérable et le phénomène aurait dû se produire au moins 70 fois pendant le Cénozoïque, l'époque des mammifères et de l'homme. Il y a quelques milliers d'années, la lave se répandit sur cette partie de l'Amérique, plus vaste que la France, la Suisse et la Belgique réunies. En résumé, les résultats démontrent sans conteste qu'à une époque relativement récente, il y avait de la terre ferme un peu partout et les plages sont aujourd'hui sous l'Atlantique. Et aussi qu'au cours des bouleversements gigantesques, que le sol plongeait à plusieurs kilomètres de profondeur. Les pôles déplacés. On a avancé des dizaines de solutions pour résoudre le problème posé par les périodes glaciales. Et il n'est sans doute pas de question aussi largement discutée, non seulement par les géologues, mais encore par les météorologues et les zoologistes. Aucune de leurs propositions n'a cependant fait l'objet d'un accord unanime. Les diverses théories pour expliquer la glaciation n'ayant pas été reconnues, il restait une hypothèse envisagée par quelques géologues dès le début de la controverse, le déplacement des pôles. La modification de l'orbite terrestre. Une fois encore, le débat s'orientait vers un changement plus radical, le déplacement de la croûte terrestre par rapport à son noyau. Déviation de l'axe terrestre. Dans son ouvrage sur la Terre, Harold Jeffreys demande « L'inclination de l'axe terrestre sur le plan de l'orbite a-t-il jamais varié ?» Et il ajoute « La réponse à la question est un oui sans équivoque. La théorie de la friction des marées exige que l'équateur et le plan des orbites terrestres et lunaires coïncident. Or, ils ne coïncident pas. Seul un agent étranger a pu déplacer les pôles ou dévier l'axe. Le globe est lui-même un gigantesque aimant. Un nuage de poussière ou de gaz chargé électriquement serait comparable à un électroaimant. Un champ électromagnétique extérieur créerait à la surface de la Terre un phénomène calorifique, déplacerait son axe et ferait aussi varier sa vitesse de rotation. À leur tour, ces modifications renforceraient l'effet thermique amorcé puisque l'énergie cinétique serait convertie en chaleur et réapparaîtrait probablement sous d'autres formes, électriques, magnétiques, chimiques, ainsi que nucléaires, car la radioactivité en aurait également un effet thermique. Un freinage extérieur, mécanique ou électromagnétique, occasionnerait le déplacement astronomique ou géographique de l'axe et le réchauffement du globe. Deux conditions nécessaires et préalables à toute glaciation. Il serait donc logique que les adversaires du catastrophisme s'opposent aussi aux théories des périodes glaciaires. Une hypothèse de travail. Supposons à titre d'hypothèse de travail que pour une raison inconnue ou sous l'influence d'un agent quelconque, l'axe terrestre se soit déplacé ou ait dévié. Que se serait-il passé? Une intense vibration aurait secoué le globe. L'eau et l'air auraient contribué à mouvoir par inertie des ouragans qui auraient balayé toute la Terre. Les vers auraient envahi les continents en y déposant des graviers, du sable et des animaux marins. La chaleur augmentant, les roches auraient fondu, les volcans seraient entrés en éruption, les laves auraient jailli des fissures creusées dans le sol, et elles auraient recouvert la plupart des terres. Les montagnes auraient surgi des plaines et chevauché d'autres montagnes, en créant des failles et des déchirures. Les lacs, basculés, se seraient vidés, les rivières auraient modifié leur lit, d'immenses étendues auraient disparu sous les eaux avec leurs habitants, les forêts auraient brûlé, les ouragans et les mers en furie auraient arraché les arbres et les auraient empilés en d'énormes amas de branches et de racines mêlées.
Ce déplacement catastrophique de l'axe, répété ou non, est une hypothèse de travail. Mais en définitive, tous les effets qu'on pouvait en attendre se sont réellement produits. Si cette hypothèse n'était pas exacte, il faudrait trouver une explication particulière pour chacun des phénomènes mystérieux qui accompagnèrent la fin des périodes géologiques. Les montagnes ont gémi du fond des mers, elles ont subi des plissements et des feuilles, le climat qui changea et la couche glaciaire continentale qui prit la naissance, la quasi-totalité de la faune qui fut détruite. Enfin, pourquoi les forêts tropicales ont-elles poussé dans des régions polaires? Pourquoi une activité volcanique s'est-elle manifestée autrefois et pourquoi les flots de lave se sont-ils répandus sur les continents et sur les fonds océaniques? Pourquoi les tremblements de terre furent-ils si nombreux et si violents? Il y a 3500 ans, une horloge jamais révisée. Nous pouvons déterminer le temps qu'ont pris les lacs pour recueillir les boues charriées par la fonte des glaciers, les fleuves pour former leurs deltas, les cascades pour creuser leurs lits dans les roches, les nappes d'eau stagnantes pour accumuler leur sel. Ce ne sont pas les seules façons de compter le temps. On peut mesurer la quantité des sédiments sur les fonds océaniques, déterminer le taux de salinité des océans et le comparer avec l'apport du sel continental, ou encore analyser la composition des roches pour connaître la proportion de plomb qui résulte de la décomposition de leurs éléments radioactifs. SEUS, du Service géologique des États-Unis, a récemment signalé que du bois, qui était à la base d'une interstratification de marne bleue, de torbes et de détritus charriers, ayant été daté de la dernière glaciation du Wisconsin, n'avait en fait que 3300 années d'après l'analyse au radiocarbone, avec une erreur possible de 200 ans en plus ou en moins. En tenant compte comme il se doit de ce dernier facteur, l'âge de la grande gorge supérieure du Niagara se situerait entre 2500 et 3500 ans. La glace s'est donc retirée pendant l'époque historique à une date comprise entre 1500 et 500 ans avant notre ère. La plupart des glaciers alpins actuels ne sont pas des survivants de la dernière glaciation, comme tout le monde le croyait jusqu'à présent, mais ils se sont créés aux environs des 4000 dernières années. Le Mississippi charrie plusieurs milliards de tonnes de débris de roches par an, dont une grande partie se dépose dans son delta. Dès 1861, Humphreys et Abbott calculèrent son âge grâce aux mesures des débris et des sédiments du delta. Ils obtinrent le chiffre peu élevé de 5000 ans pour le delta et datèrent la formation du Mississippi à environ 3000 ans avant Jésus-Christ. La somme de toutes ces considérations et les autres d'ordre anthropologique et géologique prouve, selon Rousse, qui a récemment examiné ces fossiles de Floride, que l'homme de Vero et de Melbourne a dû vivre environ 2000 ou 3 ou 1500 ans avant Jésus-Christ. Jones vérifia ces chiffres, les compara à des résultats obtenus grâce à d'autres méthodes depuis l'analyse de Russell qui datait de 31 ans. Chaque fois, il parvenait à la même conclusion. Toute l'histoire des lacs Pyramid et Winnemucca s'est déroulée au cours des 3000 dernières années. Brusque changement de climat. Il n'y a pas très longtemps, on pensait que les variations de climat avaient pris fin avec l'époque glaciaire du Quaternaire, époque que l'on faisait d'ailleurs remonter à des centaines de milliers d'années. Dans l'histoire du climat et en géologie, on considérait, comme fait établi, que la Terre n'avait pas connu de changement climatique sensible, notable, durant la période dite récente, après la dernière glaciation. Or, en 1910, au Congrès géologique international de Stockholm, les scientifiques durent faire face à des faits qui montraient que d'importants changements et des fluctuations catastrophiques avaient eu lieu au cours des derniers millénaires. Deux changements radicaux de climat ont eu lieu pendant la période récente. On situe le premier particulièrement brutal au cours d'une subdivision appelée le Sud boréal. Ce climasturge est assigné au milieu du second millénaire avant notre ère, 1500 avant Jésus-Christ. La seconde catastrophe climatique a pris place pendant le 8e siècle, après 800 avant Jésus-Christ, date on ne peut mieux comprise dans les temps historiques. Les perturbations climatiques du 8e siècle et du début du 7e siècle avant notre ère n'ont pas uniquement pris forme d'une simple chute de température. Selon Cernander, l'effet dévastateur de l'hiver Fimbul sur la culture des pays nordiques a autant été causé par une chute de température que par les oscillations, les variations et une instabilité du climat.
Les cercles concentriques qui apparaissent sur la coupe d'un tronc d'arbre nous révèlent la croissance annuelle, rapide, lente, voire nulle, de l'arbre et son âge. Les plus vieux arbres connus sont des séquoias de Californie, certains font 27 mètres de circonférence. Le plus ancien est né en 1300 avant Jésus-Christ. Mais ceux qui sont nés vers 1300 avant Jésus-Christ nous montrent les perturbations climatiques qui ont sévi sur la Terre si nous en croyons l'analyse des pollens au 8e siècle et au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Selon les données historiques citées dans Monde en collision, les dates mémorables sont 747, 702 et surtout 687 avant Jésus-Christ. L'Institut Carnegie a publié en 1919 un graphique établi par A.E. Douglas, alors directeur de l'Observatoire Steward, qui a étudié les anneaux d'arbres afin de découvrir l'activité solaire passée. En fait, ce graphique révèle un emballement des variations dans la croissance des arbres autour de 747 avant Jésus-Christ. La datation par les anneaux est approximative. On constate aussi un pic anormalement haut pour les dernières années du 8e siècle et pour le début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Après un pic record d'une durée de 6 ans, il y a une baisse subite en 687 avant Jésus-Christ. Les bouleversements naturels extrêmement violents ont détruit la plupart des forêts, mais les arbres qui ont survécu aux climatures du 8e siècle et du 7e siècle, ouragans, inondations, lave-feu, ont connu une croissance tantôt accélérée par une plus forte proportion de gaz carbonique dans l'air, tantôt contrariée par les nuages de poussière. M. Garros et Odd Hagen firent une étude approfondie des lacs et des marais d'Allemagne et de Suisse et publièrent sur le sujet un ouvrage désormais classique. On y apprend que non seulement ces lacs ont connu des inondations catastrophiques, mais qu'en plus ces catastrophes ont été accompagnées ou causées par des mouvements tectoniques très puissants, le tout au milieu du 2e millénaire et au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ces lacs ont brusquement perdu leur position horizontale. Une extrémité s'est inclinée vers le haut et l'autre vers le bas. Aujourd'hui, on peut voir que la barque de l'ancienne rive est oblique par rapport à l'horizon. Tous les lacs qui ont été étudiés dans les Alpes suisses, dans le Tyrol, dans les Alpes bavaroises et autour du Jura ont été inondés à 2 reprises par une crue catastrophique, causée par des mouvements tectoniques et par la fonte soudaine des glaciers. Un tableau chronologique mettant en parallèle les résultats des études de la flore et des découvertes archéologiques fut dressé. Il montra une fois de plus que l'Europe centrale et la Scandinavie ont connu 2 épisodes climatiques dramatiques au milieu du 2e millénaire et aux environs du 8e siècle ou 7e siècle avant notre ère. Ainsi, 2 fois au moins pendant la période subboréale, comprise entre 2000 voire 1500 avant Jésus-Christ et 800 ou 700 avant Jésus-Christ, des catastrophes tectoniques, climatiques et des inondations phénoménales ont bouleversé une vaste zone entre la Norvège et les Alpes, en passant par le Jura et le Tyrol, s'engouffrant dans les vallées, inclinant les lacs, transformant les forêts en tourbières, en inhalant toute vie humaine et animale. Elles ont poussé au nomadisme des hordes d'humains dépourvus de tout, comme les Celtes et plus tard les Cimbres, mais les immigrants venus de lointaines contrées, sans doute tous dévastés, n'ont bien souvent trouvé que des terres dans un total état de désolation. La baisse du niveau des océans. On trouve aux îles Hawaï une plage hissée à 360 mètres au-dessus du niveau de la mer, et sur cette île, Nouvelle-Hébride à l'est de l'Australie, il n'est pas rare de voir des bancs de coraux perchés à la même hauteur. C'est aussi le cas à un moindre degré pour les grottes sous-marines des Bermudes. Elles prouvent qu'à un moment donné, le niveau de la mer devait être de 20 à 30 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Presque aux antipodes, en plein Atlantique Sud, les lacs de la Sainte-Hélène sont parsemés de grottes marines sèches dont le sol est recouvert de galets usés par l'eau, maintenant poussiéreuses parce que les vagues ne les atteignent plus. Là aussi, l'élévation est de 6 mètres. Daly ajoute: on rencontre des terrasses marines indiquant une élévation similaire le long de la côte atlantique, de New York au golfe du Mexique, le long du littoral est de l'Australie, sur au moins 1600 km, sur les côtes du Brésil, du sud-ouest de l'Afrique et de multiples îles des océans Pacifique, Atlantique et Indien. Le climat s'est dégradé juste après le passage dans l'âge de fer vers 500 avant Jésus-Christ. D'autres auteurs situent ce changement-là au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les conditions climatiques sont devenues plus froides et plus humides et la région totalement inhabitable. On n'y trouve en effet aucune trace datant de l'âge de fer pré-romain, puis la mer a repris sa place définitivement.
Les forêts submergées existent dans beaucoup d'autres endroits, par exemple près du Groenland et au large de la côte est des États-Unis. On a également signalé, mais ici les renseignements sont moins sérieux, des remparts de villes englouties aperçus sous les eaux de la mer du Nord au large du littoral atlantique, en Méditerranée, tout autour de l'Europe et aussi bien plus loin sur la côte de Malabar en Inde. Il y a quelques milliers d'années seulement, comme le prouvent les plages surélevées et les forêts submergées, la Terre s'est soulevée, est retombée presque aussitôt et a cédé sa place à la mer. Les époques et les dates. Le sujet de Monde en collision porte sur deux actes d'une tragédie qui ont affligé l'ensemble de notre planète à une époque relativement récente. Le premier se déroula au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, le second au cours du 8e siècle et du 7e siècle avant Jésus-Christ. Les brusques variations climatiques désastreuses de Scandinavie découvertes par Sander et d'autres scientifiques scandinaves correspondent presque exactement à nos dates, vers 1500 avant Jésus-Christ et de 800 à 700 avant Jésus-Christ. M. Garn et Nordhagen obtinrent les mêmes dates avec l'analyse des pollens pour les changements non moins désastreux de climat des marais allemands et les troubles tectoniques en Europe centrale. Paraît, comme plusieurs autres, donnent les mêmes dates, l'une avoisinant le milieu du deuxième millénaire avant notre ère et l'autre suivant 800 avant Jésus-Christ, en ce qui concerne les catastrophes climatiques retracées par les cités lacustres d'Allemagne, de Suisse, de l'Italie du Nord. Grâce aux observations de nombreuses plages tout autour du globe, Daly a établi qu'une baisse de niveau océanique d'au moins 5 à 6 mètres s'est produite il y a 3500 ans. Toutes les régions du monde nous donnent les mêmes datations tardives, mais le plus important à retenir est qu'elles sont confirmées par toutes sortes de calendriers, d'évaluations, de calculs et d'approches. En fait, les chiffres cités dans les pages proviennent de l'archéologie et de la climatologie. Des lits fossiles, des cascades, des deltas, des marais, des pollens, des cités lacustres, des glaciers, du niveau océanique et de la polarité magnétique terrestre. Tous relatent les mêmes événements et aux mêmes dates. En 1903, le plus grand mathématicien américain, Simon Newcomb, avait prouvé par le calcul qu'une machine volante transportant un pilote était purement et simplement utopique. La même année, les frères Wright, sans mathématiques mais avec un fait, prouvèrent à leur tour qu'ils avaient eu tort. Les grands initiés fondateurs de religions et leurs enseignements révélés font partie du passé. Plus ils sont anciens, plus ils sont vénérés. En revanche, il appartient à l'avenir de recruter de nouvelles autorités scientifiques et de susciter de grandes révélations. L'élève dépassera le maître, c'est là le don de voir les choses sous un angle nouveau. Toutes les idées fécondes sont nées dans l'esprit des non-conformistes, pour qui le connu était encore l'inconnu et qui souvent prirent du recul afin de repartir du bon pied, sûrs d'eux-mêmes, tandis que d'autres se pourvoyaient. La vérité du jour a toujours été l'hérésie de la veille. Alors voilà qui complète la vidéo pour aujourd'hui. À la lecture de ce que vous avez vu, vous devinez que ce n'est pas Immanuel Velikovsky qui affirme que les montagnes se sont déplacées, que les pôles se sont déplacés aussi. Ce sont des climatologues et des géologues. Tout ce qu'Immanuel Velikovsky a fait, c'est tout simplement un travail de recherche dans les bibliothèques pour trouver toutes ces informations-là. Alors, je voulais juste rappeler que Monde en collision a été publié en 1950, tandis que Les grands bouleversements terrestres a été publié en 1955. Alors, je vous dis bonjour et à la prochaine.